Bonjour, Monsieur Tariq Ramadan. Vous êtes intellectuel, islamologue, auteur de nombreux ouvrages, conférencier également. Vous avez fait parler pas mal de temps de vous, que ce soit dans les médias, dans les livres ou dans la transmission. La première question que j'aimerais vous poser, c'est comment allez-vous aujourd'hui après tout ce temps? Écoutez, d'abord, merci infiniment de votre invitation dans votre média, puisque vous recevez aussi ceux qui, parfois, apparemment, sont un tout petit peu les écartés des médias dits traditionnels. Donc, merci de cette invitation. Écoutez, du point de vue personnel et du point de vue de la santé, je dois dire qu'il y a eu des hauts et des bas. Une longue période de bas parce que c'était difficile et puis maintenant ça va un peu mieux, mais bon, je suis toujours en train de traiter cette sclérose en plaques et puis comme je n'ai pas terminé avec les affaires judiciaires, eh bien ça continue en fait et donc l'un est quand même aussi lié à l'autre, mais ça va. Je dois dire qu'il faut pas que je me plaigne avec ce que l'on voit du monde et de l'état du monde. Il n'y a aucune plainte à avoir. Alors, en ce qui concerne l'état du monde, on va parler justement de l'actualité et du conflit qui se déroule en ce moment. Le Hamas, c'est un groupe à la fois politique, on en parlera, qui est considéré comme une organisation terroriste par différents pays dans le monde, a fait une attaque le 7 octobre qui a causé plus de 1400 morts du côté israélien. Depuis, Israël a organisé une riposte qui dure encore à l'heure actuelle. On se parle, plus de 8000 morts, dont des enfants. C'est ce qu'annoncent notamment beaucoup d'organisations humanitaires. La communauté internationale, en tout cas, qui s'insurge, en tout cas, la population dans tous les recoins du monde s'insurge. Comment vous voyez cette situation actuellement avec, j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter, quoi. Écoutez, je ne pense pas que ça va s'arrêter non plus dans si peu de temps, eu égard au fait d'ailleurs que ça dure depuis si longtemps. Euh, Quand on parle de ce conflit, il faut être extrêmement précis, à mon sens déjà sur le plan de la terminologie, parce que à partir du moment où vous avez accepté de dire les choses d'une certaine façon, je ne dis pas que c'est votre cas, mais je le précise dans le cadre de la discussion, eh bien vous tombez dans des pièges. Et vous tombez dans des pièges qui sont des pièges dans lesquels on vous enferme sur le plan verbal, sur le plan sémantique et sur le plan de l'analyse géostratégique ou géopolitique. Premier des éléments, encore une fois, ce qui se passe le 7 octobre, on va en parler et on va parler de la situation actuelle. Mais déjà, ce qu'il faut dire, et il faut que l'on entende de façon extrêmement claire, c'est que le conflit auquel nous avons affaire, c'est pas comme l'ont présenté à partir du 7 octobre pratiquement toutes les agences de communication occidentales. Et aujourd'hui, quand on parle de la communauté internationale, on pense à ça, en fait, on pense aux États occidentaux. Parce que déjà, quand on parle de communauté internationale, c'est de ça dont on parle. Parce que si l'on regarde les choses, déjà, première déconstruction terminologique. La communauté internationale, s'il est international, il s'agit de tout le monde. La 90% des pays d'Amérique latine, pratiquement 100% des pays africains. Et quand je dis 80% des pays d'Amérique latine, c'est sans, en comptant ceux qui ne se sont pas exprimés, donc ils se sont tus, donc on peut même pas savoir dans quel sens ils vont. Je parle même des États. Et puis le même nombre avec le silence de la Chine, mais en même temps un appoint assez clair par rapport aux Palestiniens et par rapport à la critique de l'État d'Israël, vous vous rendez compte que pratiquement tout le Sud global est aujourd'hui du côté des Palestiniens en demandant le cessez-le-feu, en disant que ce que fait Israël aujourd'hui est absolument inacceptable. Mais en plus de cela, si maintenant vous passez de l'autre côté de la Méditerranée pour l'Europe et si vous allez de l'autre côté de l'Atlantique pour les États-Unis, eh bien vous apercevez que les populations sont de plus en plus, et majoritairement en Europe, c'est avéré. On ne le sait pas exactement aux États-Unis, mais c'est sans doute avéré si vous prenez les Latinos et si vous prenez la population African American, eh bien vous considérez qu'en fait, ce qu'on nous présente comme la communauté internationale, c'est quelques États qui sont liés d'intérêts économiques, géostratégiques et idéologiques avec le reste du monde, en fait. Donc ça, c'est un premier élément. Et si je me permets très rapidement de dire une chose de ce point de vue, c'est que le conflit, c'est pas Hamas, Israël, c'est Israël
contre les Palestiniens. C'est Israël qui colonise une terre et qui colonise des territoires dont les Nations Unies, depuis près de 80 ans successivement, au gré de plus de 50 résolutions, disent et confirment que c'est l'État d'Israël qui ne respecte pas le droit, ni le droit international, ni les conventions de Genève, ni les règles des gestions de la guerre, puisque nous sommes en face aujourd'hui de crimes de guerre. J'ai l'impression, en regardant par exemple les médias, pour pas dire occidentaux, dire plutôt francophones, euh, ce que vous dites à l'heure actuelle, c'est difficilement audible. Le fait de retracer un petit peu l'histoire du conflit, le fait de resituer ce qui s'est passé le 7 octobre dans une perspective historique, pourquoi est-ce que c'est difficilement audible? Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça? Parce que j'ai l'impression que vous avez parlé de terminologie. Aujourd'hui, le débat dans les médias est axé sur la terminologie plutôt du côté du Hamas. On va dire, voilà, est-ce que vous qualifiez cette organisation de terroriste ou non, etc., etc. Et donc, la deuxième question, c'est ce combat terminologique. Est-ce qu'il cache quelque chose ou est-ce qu'il dit quelque chose de cette situation? Est-ce qu'il montre une orientation? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, vous avez parfaitement raison. Je pense, sur le plan des médias occidentaux, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que la mise en perspective, on ne la veut pas. Parce que la mise en perspective, si vous élargissez le spectre, l'angle de vue historique de cette affaire-là, vous ne pouvez pas soutenir Israël ni sur le plan du droit, ni sur le plan politique, ni sur le plan militaire. C'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Donc on réduit les choses et encore une fois, on commence au moment où on le veut, c'est-à-dire au moment où on le veut, mais l'État d'Israël dans la situation qu'il clame depuis plus de 60 ans, à savoir nous sommes les victimes. Nous sommes les victimes et comme nous sommes les victimes, commençons le 7. Nous avons été attaqués, puis ensuite tout est permis après le 7 en fait. Et de ce point de vue, c'est non seulement comme vous le dites, une gestion, une couverture médiatique dont il faut dire ce qu'elle est en fait. Il faut être extrêmement clair de ce point de vue. La couverture médiatique telle qu'elle se présente en Occident fait des médias occidentaux les alliés objectifs de la narration et du récit et de la propagande israélienne. Les médias, quand ils sont assis avec tous ces chroniqueurs, en faisant semblant de débattre et en vous posant finalement trois questions. Parce que, en même temps que la couverture commence à un certain moment de l'histoire, elle a une certaine structure dans l'approche du conflit. Un, est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé? Deux, est-ce que vous considérez que Hamas est un État terroriste? Trois, est-ce que vous comprenez qu'Israël et le droit de se défendre. Mais en commençant comme ceci, c'est-à-dire en tronquant l'histoire, en enlevant toute substance à la définition des mots, en mentant sur les définitions et les positionnements des uns et des autres dans le conflit lui-même, et en vous demandant de ce point de vue-là de dire que si vous considérez que la victime a le droit de se défendre parce qu'on en a fait la victime, parce qu'on a commencé à définir les mots de cette façon-là, parce qu'on a commencé l'histoire à partir du 7 octobre, ben vous êtes triplement piégé. Vous pouvez pas vous sortir de ce débat-là. On vous êtes pieds et poings liés par rapport à un récit qui est un récit menteur. Donc, à partir d'un certain moment, il faut faire le pas en arrière et dire, écoutez, ce conflit-là, comme l'on dit, alors là, il faut envoyer à nos interlocuteurs occidentaux les références qu'ils aiment. Ils aiment Gandhi, eh ben parlons de Gandhi. Ils aiment Martin Luther King, parlons de Martin Luther King. Ils aiment Nelson Mandela, parlons de Nelson Mandela. Parlons de tous ceux qui sont des références morales dans leur résistance en Occident. Mais ils ont tous, historiquement, été du côté des Palestiniens, tous sans exception. C'est-à-dire la reconnaissance de la légitimité de la résistance palestinienne. Donc ça, c'est un premier élément. Ça veut dire qu'en fait, ils considèrent que ça n'a pas commencé le 7 octobre puisqu'ils sont tous morts avant. Ils sont tous morts avant le 7 octobre. Ils ont tous considéré finalement que la résistance était légitime. Et pourquoi est-ce qu'elle est légitime? Parce que même le fondateur de l'État d'Israël, Ben Gourion, lui-même reconnaît qu'il est légitime pour les Arabes de résister quand on leur vole leurs terres et qu'on les déplace et qu'on tue
des populations civiles. Lui-même, il le dit. Il dit, si j'avais été un arabe, voilà ce que j'aurais fait. Donc déjà, le fondateur de l'État considère que la résistance palestinienne est légitime. Celui qui les exproprie, celui qui les déplace, celui qui effectue une épuration ethnique, pour utiliser les termes d'Ilan Pappé, ben lui-même reconnaît la légitimité de la résistance. Si celui qui colonise reconnaît la légitimité de la résistance du colon, comment ceux qui parlent après le 7 octobre sont en train de nous dire que finalement, non, ils ne résistent pas, ils agressent? Ça, c'est le premier élément. Deuxième des éléments, puisque les gens ont envie qu'on mette les choses en perspective et il faut comparer le comparable. Alors moi, je ne vais pas m'en tenir à la comparaison superficielle de la Russie et de l'Ukraine par rapport à Israël et la Palestine. Je vais prendre simplement le fleuron de ce que fut en Europe le moment de la résistance par rapport au nazisme et qui sont tous ces mouvements de résistance. Pratiquement tous ces mouvements de résistance ont reconnu qu'à des moments donnés, ils avaient utilisé des moyens qui pouvaient être moralement discutables, mais ils les ont justifiés par rapport à la lutte de l'ennemi et de la puissance de l'ennemi, à savoir la puissance nazie et la puissance de l'occupation. En disant quoi? En disant que, effectivement, c'est des mouvements de résistance qui ont utilisé des moyens par lesquels ils touchaient des civils. C'est-à-dire qu'en fait, dans le langage de la communauté internationale et des Nations Unies, qui par ailleurs n'ont jamais donné de définition claire de ce que c'est que le terrorisme, puisque, encore une fois, je le dis et je le répète, dès qu'on donnera la définition du terrorisme qui soit officielle et reconnue, eh bien, il y a beaucoup d'États, à commencer par les États-Unis, Israël et beaucoup d'États européens, qui seraient de ce point de vue très très mal venus de faire la leçon sur ce qu'est le processus démocratique sans terrorisme quand eux-mêmes ils en font usage. Une fois qu'on a dit ceci, on regarde la Deuxième Guerre mondiale. Comment appelle-t-on aujourd'hui tous ces mouvements qui ont résisté au nazisme? On les appelle des mouvements et des organisations de résistance. Est-ce qu'on admet qu'elles ont fait usage et tué des civils, c'est-à-dire des actes qu'on appellerait aujourd'hui, dans une définition qui est consensuellement reconnue sans être officiellement déterminée, à savoir on les appellerait des actions terroristes? Eh bien, le Hamas, si on regarde son histoire, le Hamas, dans son histoire, est une organisation qui est née dans la résistance, qui a commencé par faire à mobiliser des gens autour d'enfants qui jetaient des pierres et que l'on a absolument tué sommairement avec des décisions du gouvernement israélien qui consistaient à les châtier en leur cassant les bras. Ça, c'était en 1987. Puis ensuite, ils ont effectivement ciblé des civils en disant c'est le seul choix que l'on a, on n'y arrive pas parce qu'en plus, on n'est pas armé. Alors, la condamnation du fait de tuer des civils, eh bien, il faut la dire de façon extrêmement claire. Il ne faut absolument pas transiger là-dessus. Troisième élément, ils se sont présentés à des élections qu'ils ont gagnées. Ben, on leur a dit, vous avez eu tort de gagner, le peuple s'est trompé, vous êtes des terroristes. C'était en 2006. Et puis ensuite, ils ont fait une résistance passive et non violente. On a encore considéré que ça n'allait pas. En fait, toutes les stratégies de résistance de Hamas et de la résistance palestinienne, tout groupement confondu, parce qu'il n'y a pas que le Hamas, a toujours été considéré comme terroriste, a toujours été considéré comme illégitime. Souvenez-vous d'Arafat, souvenez-vous de ce qu'il y a de l'OLP et du Fatah maintenant. Tout ceci a toujours été de cette nature-là. Et aujourd'hui, on vient vous dire, à partir du 7 octobre, vous allez oublier toutes les tentatives qui ont précédé et vous allez réduire une organisation de résistance à des moyens qu'elle a pu utiliser historiquement. Si on peut condamner le moyen, si on peut condamner l'acte, on n'en arrive pas moins à dire ce que la majorité des pays du monde disent, c'est que Hamas est un groupement de résistance. On peut ne pas être d'accord et on doit condamner certains des moyens qu'ils utilisent de cette résistance, mais la réduire à ceci, ça voudrait dire que tous les résistants qui ont fait usage de méthodes qui touchaient des civils durant la Deuxième Guerre mondiale sont tous des terroristes, ce que ni la France, ni l'Angleterre, ni aucun des pays civilisé, reconnaissant que la gloire de son histoire, ça a été ses résistants par rapport aux collabos, eh bien, ne dira. Donc, regardons les choses comme elles doivent être du point de vue historique. Donc, ce sont des éléments qui sont importants parce que c'est inaudible, comme vous l'avez dit en Occident aujourd'hui. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire passer ceci. On veut réduire le Hamas à ceci. Et encore une fois, la condamnation d'actes
ne veut pas dire que l'acte a tout dit de l'organisation, car si c'était le cas, pratiquement tous les résistants au nazisme seraient à condamner de la même façon. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que la violence armée sur des civils ne compromet pas cette légitimité parce que finalement, les moyens la, la- les moyens doivent s'inscrire finalement dans la morale du monde dans lequel on s'inscrit. Et quelque part, finalement, le message de la résistance devient inaudible, notamment pour les Occidentaux finalement, parce que voilà, maintenant on va dire t'es terroriste, point, islamisme, on mélange, enfin on met plein de mots qui font peur, et que finalement, quelque part, le moyen qu'a utilisé le Hamas est un peu la, 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 la cause, on va dire, de cette analyse-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je reprends ce par quoi vous venez de finir, en D'accord. disant que c'est la cause, pour dire que non, non, c'est pas la cause. Ce n'est pas la cause. Pourquoi? Rappelez-vous de ce que disait Mandela. Mandela disait les instruments par lesquels une résistance va se déterminer et l'usage des armes qu'elle va faire est déterminé par l'usage des armes de l'agresseur, de l'oppresseur. C'est-à-dire que c'est celui qui colonise qui choisit les armes. Je veux dire, il faut quand même qu'on entende que depuis 1900, encore une fois, la création de l'État d'Israël, c'est 14 mai 1948. Mais à partir des années 20, et en particulier de façon extrêmement intensive dans les années 30 et les années 40, on est en face d'une intervention terroriste, de groupements terroristes, l'Irgun externe, qui tue, qui spolie et qui élimine de façon sommaire. Donc, on est devant une histoire dont la cause, c'est pas la façon dont on résiste, c'est la façon dont on a colonisé. Et ce que vous dites, il faut bien l'entendre, c'est-à-dire que dès ce moment-là, la caisse de résonance médiatique en Occident, à partir des années 40, des années 50, et en plus de façon beaucoup plus déterminée, souvenez-vous de 1967, puis ensuite de 1973, la caisse de résonance en Occident a toujours été en défaveur des Palestiniens. C'est-à-dire, pardon? Pourquoi? Mais parce qu'il y a des intérêts. Les intérêts, c'est après on pourrait aller très très loin historiquement. Pourquoi effectivement les Anglais ont donné la terre qui ne leur appartenait pas aux Juifs qui voulaient s'implanter? Il y a deux raisons. D'une part, parce que souvenez-vous, au départ, quand Herzl commence à en parler à la fin du 19e siècle, et puis qu'on parle du foyer juif, on n'est pas forcément en train de parler de la Palestine, on est même passé à l'Amérique du Sud. Donc, à un moment donné, il y a, si vous voulez, ce qu'on appellera en politique la convergence d'intérêts. La convergence d'intérêts qui sont de la convergence d'intérêts géostratégiques et économiques. À partir du moment où on décide que c'est la Palestine, d'abord on répond à un premier élément qui va se confirmer, c'est-à-dire que les Anglais sont en train de reconsidérer leur positionnement. Ils sont en train peu à peu de perdre pied dans la région, puisque effectivement, ce qu'il va y avoir, c'est l'entrée en matière peu à peu des États-Unis à partir de la fin des années 30, début des années 40, et en particulier avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand on commence à vouloir installer les Juifs et à créer l'État d'Israël, on est avant la culpabilité fondamentale qui va se traduire après la Deuxième Guerre mondiale et après l'antisémitisme et le fait finalement de ne pas être intervenu de façon plus claire au départ par rapport au nazisme. Donc on a une culpabilité européenne, mais celle-ci elle est postérieure. Avant ceci, pourquoi l'expliquer? Comment l'expliquer avant ceci? Ce qu'il faut expliquer, c'est que il y a l'idée, déjà faut savoir une chose, c'est que ceux qui discutent avec Herzl et ceux qui au niveau du gouvernement anglais sont prêts à négocier, c'est
fondamentalement des antisémites. Balfour est un antisémite et beaucoup sont antisémites. C'est-à-dire l'idée, on va se débarrasser des Juifs d'une certaine façon et on va négocier avec les Juifs leur installation là-bas. C'est un premier élément. Et puis il y a l'idée aussi que dans la région, puisqu'on commence à savoir qu'il y a des minerais, qu'il y a du pétrole, qu'il y a des richesses, on se dit leur installation ici, ça sera deux choses. Ce sera le bras avancé des intérêts occidentaux dans la région et la possibilité aussi de diviser ce qui doit être divisé, puisqu'on vient de le reprendre et on est en train de le reprendre plutôt à l'Empire ottoman et de créer des petits pays comme ceci que l'on va diviser pour mieux régner sur la région. Et donc tout à fait, Israël va être cet élément intérieur qui va entretenir la division, préserver les intérêts et permettre de ce point de vue la réalité d'une politique qui est une politique au début du XXe siècle et qui va courir pendant tout le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous comprenez bien que les médias, de ce point de vue-là, sont dans une couverture qui va en plus s'amplifier après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils sont intéressés géostratégiquement. Il y a des intérêts occidentaux, il y a une mauvaise conscience européenne par rapport à ceci. Et puis vous avez aussi, et il faut l'entendre, des lobbies et des groupements qui vont s'installer de façon très puissante parce qu'ils sont très riches et très puissants en Europe et aux États-Unis et qui vont être la deuxième caisse de résonance. C'est-à-dire ce qui fait qu'à un moment donné, aujourd'hui, vous pouvez pas être président de la République aux États-Unis si vous passez pas par AIPAC. Si vous dites pas que vous soutenez Israël jusqu'au bout, vous pouvez même pas être président en France si vous ne passez pas par le CRIF et si tout votre gouvernement n'y va pas, c'est-à-dire 16 ministres ou 80% des ministres. Donc vous avez des caisses de résonance, des voix qui se font entendre en Occident et qui sont pour ce soutien-là. Donc, si vous voulez, ça c'est pour commencer à expliquer qui est à la cause d'une certaine façon. Et donc, on en arrive au début de votre question et je vais essayer d'être synthétique de ce point de vue-là. C'est-à-dire que si la cause, ça n'est pas celui qui résiste, mais celui qui colonise, celui qui exproprie, celui qui a fait en Palestine, ce que les Américains ont fait aux Amérindiens au départ, c'est-à-dire en leur disant c'est notre terre, avec la même idée, hein, c'est-à-dire notre terre, des intérêts économiques et la création d'une nouvelle nation. Et qui a dû à peine jusqu'à aujourd'hui à être reconnu dans les Native Americans. Donc là, vous avez ce premier élément, c'est le contexte historique qu'il faut mettre en avant. Maintenant, Nelson Mandela disait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les armes du résistant sont décidées par les armes de l'oppresseur. Mais ce qui est le plus important aussi, c'est qu'à un moment donné, dans cette stratégie de défense, il reconnaissait aussi que ce n'est pas à nous, à l'extérieur du conflit, de décider des armes. C'est à ceux qui sont sur le terrain. C'est eux qui savent mieux que nous. Je veux dire, nous, c'est facile. Vous êtes là dans votre bureau, moi aussi. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui, vous, si vous étiez à Gaza, quoi? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en Cisjordanie? Qu'est-ce que vous feriez si demain on frappe à votre porte et dit, écoutez, maintenant vous sortez d'ici, ça nous appartient depuis 3000 ans. Qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, après, si vous entendez quelqu'un qui est dans son bureau de Paris et qui vous dit, vous savez, il faut passer par les élections, tout ça, il dit, oui, d'accord, mais attendez, ça fait maintenant près de 100 ans que ça dure, cette affaire-là, et vous n'avez rien fait jusqu'à maintenant. Et le dernier élément de ce point de vue, il est que on ne peut pas ne pas reconnaître que la résistance palestinienne a utilisé plusieurs stratégies au gré de l'histoire. Oui, elle a parfois ciblé des innocents, mais oui, elle s'est assise à la table de la négociation. Aucune des clauses des traités de paix n'a été respectée par Israël. Aucune. C'est-à-dire, il s'assoit, il signe, et puis il signe pour rien. C'est-à-dire, il signe pour gagner du temps. C'est-à-dire que c'est de la poudre aux yeux. Donc, quand vous avez essayé la paix par les traités, quand vous avez essayé la résistance par les élections, quand vous avez essayé la résistance par la résistance non violente,
Quand vous avez essayé tout ça, quand vous êtes allé jusqu'à la reconnaissance, jusqu'à où est allé Arafat, puisque Arafat, à un moment donné, il va très loin, donc après on lui enlève son statut de terroriste, on le reçoit, il est le prix Nobel, puis au bout du compte, il meurt, il a quoi? Il meurt, il a rien. Il a absolument rien gagné. Donc, et il n'a rien reconnu, et rien n'a été reconnu. Il a été ni, je veux dire, si on écoute du fond de l'histoire, parce que c'était un homme de qualité, un homme qui avait une morale, qui refusait le fait de cibler des innocents comme Edouard Saïd. Edouard Saïd, il a lu les clauses et il a dit, mais moi, je veux plus parler à Arafat. Parce qu'en fait, Arafat, il a démissionné sur tout, il a tout compromis. Donc Arafat est allé loin. Rien ne se passe. Donc à partir d'un certain moment, on peut bien aujourd'hui dire, il faudrait que vous revoyiez votre stratégie. Et moi, je l'ai dit depuis 20 ans et je peux vous dire que j'ai été critiqué par beaucoup, pas simplement des musulmans, pas simplement des Arabes, pas simplement des Palestiniens, mais par exemple, une de celles qui m'avait répondu de façon indirecte, ça a été Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, elle disait, mais attendez, si vous voulez qu'il ne cible pas des civils de la façon dont ils font, il n'y a qu'une seule solution. Donnez-leur des armes pour qu'ils se battent à égalité d'armes. Donc, vous ne voulez pas que des civils meurent de votre côté, donnez les armes à ceux qui doivent résister pour qu'ils puissent combattre avec l'armée opposante. Si vous ne leur donnez pas des armes, vous les mettez en face de quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait? Donc, à partir d'un certain moment, ce que vous dites sur le plan moral, et moi j'aime bien la façon dont vous le posez, effectivement, il faut se dire, est-ce que sur le plan moral, il ne faut pas prendre une position? Moi, je l'ai toujours prise, cette position. Depuis le début, il n'y a jamais eu, de mon point de vue, un compromis sur la position morale. En situation de guerre, on ne cible pas les civils, on ne cible pas les innocents, on ne cible pas les populations qui sont en dehors du champ de bataille, on ne cible pas les organisations internationales, ni les refuges, ni les écoles, ni les hôpitaux. Ça ne se discute pas. Maintenant, ça, c'est le principe éthique. Maintenant, il y a le principe de réalité. Que les premiers à trahir, ce sont tous ceux qui nous font la leçon aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes en face d'un État qui est en train de vous expliquer qu'Israël a le droit de se défendre, qui sont allés en Afghanistan après avoir été atteints en 2001 au cœur de leur être aux États, à New York et à Washington, et puis qui sont allés punir le peuple afghan, mais qui n'avait rien fait, il n'avait rien à voir là-dedans. Ben Laden, c'était pas le peuple afghan, et ils ont tué du monde. Et avant ceci, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a été à la tête des États-Unis au moment de la première guerre du Golfe, a fait un boycott, ils ont étouffé l'Irak, ça a fait plus de 500 000 morts. Et ça a été justifié par une personne assise en disant ça valait la peine eu égard à nos intérêts, Madeleine Albright, la secrétaire d'État américain. Donc, je veux dire, moi je veux bien qu'on aille dans ce sens-là, il faut qu'on garde, nous, notre boussole éthique, mais il faut savoir à qui on a affaire en fait. On a affaire à des gens qui ne sortent la boussole éthique que quand c'est eux qui ont le volant, en fait. Mais quand on leur résiste, quand on se met sur leur chemin, ils n'ont aucune boussole, aucune. Et donc, encore une fois, oui, si le Hamas ne ciblait pas, et puis ensuite, attendez, juste encore une dernière chose, c'est parce que ce qu'on entend aujourd'hui de la part de la résistance, c'est qu'ils vous disent, c'est pas vrai qu'on a tué des civils. On a tué des comment ça s'appelle, des colons et on a pris des militaires. Manifestement, les images que nous avons aujourd'hui, il y a des civils dedans. Donc clairement, il faut se poser la question, est-ce que c'est un commandement qui a été donné par la tête de l'organisation ou est-ce que c'est l'action d'un certain nombre de personnes? Parce que ça aussi, il faut faire la différence. Souvenez-vous, les premiers à nous dire toujours cette différence, c'est les Israéliens eux-mêmes. Quand ils disent non, c'est pas le commandement armé, c'est la position d'un homme et puis souvent il est fou en fait quand il fait quelque chose. Donc on a de ce point de vue à faire la différence entre le commandement armé, tuer des civils, s'en prendre à des personnes qui étaient là dans des activités qui n'étaient pas militaires, ça ne peut pas être justifié moralement. Et donc ça veut dire de ce point de vue que encore une fois, il faut qu'on prenne cette position-là. Internationalement, il faudrait, et moi ce que j'aimerais, c'est que tous nos interlocuteurs
ils aient cette même position. C'est-à-dire que nos interlocuteurs, ils aient cette position sans sélection, c'est-à-dire autant quand il s'agit des Palestiniens que quand il s'agit d'Israël. Je veux dire, vous avez vu ce qui vient de se passer à Jabalia, mais c'est un truc incroyable, ça. Et vous avez encore des gens qui viennent vous faire des leçons de morale et qui vous disent, si vous ne condamnez pas Hamas, vous êtes moralement inéligible au débat. Non, mais attendez, on va s'arrêter un tout petit peu. Si vous acceptez que pour soi-disant toucher un homme qui est celui que vous dites être la tête pensante de ce qui s'est passé le 7 octobre, vous êtes prêt à bombarder un refuge où il y a tous ces innocents. Si pour un homme, vous êtes prêt à tuer 300, 400, voire maintenant on dit 800 personnes qui auraient été touchées, sans compter tous les blessés, parce que là, vous avez fait un compte de 7000. Là, on arrive aujourd'hui à Selon, parce qu'encore une fois, il y a une chose qu'on n'a jamais réussi à démentir, c'est que chaque fois que le Hamas a donné des chiffres, jusqu'à aujourd'hui, dans toute la séquence historique qui remonte aux années 90, en général, les chiffres qu'ils donnent sont à quelques unités près, ils sont justes ces chiffres. Et donc aujourd'hui, ils disent qu'il y a plus de 9000 morts. Ils disent aujourd'hui qu'on est à près de 25 000 blessés. Ils disent aujourd'hui qu'on est à près de 4000 enfants morts. Bon, c'est-à-dire moi, j'ai pas les chiffres exacts parce que ça change en plus tout le temps. Écoutez, je veux dire qu'à partir d'un certain moment, on a envie de dire à nos interlocuteurs, les quelques intellectuels de salon en Occident, ils disent mais vous êtes intellectuellement et éthiquement éligible à parler quand vous acceptez qu'on tue 800 personnes pour cibler soi-disant un terroriste qui serait caché sous le sous-sol d'un refuge. Est-ce que ça, c'est moral? Et si ensuite vous m'ajoutez Israël a le droit de se défendre, vous ajoutez la honte à l'ignoble. Voilà la réalité de la discussion morale. Alors, petite parenthèse, et après on va avancer. Une petite parenthèse, j'aimerais avoir votre regard d'islamologue par rapport à ça. C'est la qualification de terroriste quant aux opérations du Hamas. Et moi, j'aimerais bien rentrer par l'autre porte pour voir, par exemple, il y a quand même un espèce de consensus au sein de la communauté musulmane qui considère, par exemple, que les membres de l'État islamique sont des terroristes. Quand on écoute, on va dire, certains membres de ces organisations-là, il y a toujours un versant politique dans leurs actions. Est-ce que peut-on considérer ça comme de la résistance également, au même titre que le Hamas? J'ai l'impression que d'un côté, il y a un consensus au sein de la communauté musulmane en ce qui concerne différentes organisations qui considèrent eux comme terroristes en disant on les sort de l'islam, euh, même si ça c'est encore à discuter d'un point de vue des chercheurs, enfin d'un point de vue même islamique. Et, euh, et de ce côté-là aussi également. Parce que si on le regarde en parallèle, on peut se dire, eux, ils ont une revendication politique, légitime ou pas légitime, à débattre, eux, les autres aussi, etc., etc. Et leurs actions sont plus ou moins les mêmes, mais d'un côté, on discute du caractère terroriste, entre guillemets, et de l'autre, on ne discute pas, même au sein de la propre communauté musulmane. Écoutez, c'est d'excellentes questions et une excellente approche. Je pense qu'effectivement, on ne prend pas suffisamment le temps de l'autre côté de se positionner par rapport à notre univers de référence en tant que musulman. Il y a une espèce de nébuleuse comme ceci. Alors, il y a des consensus, comme vous le dites, qui naturellement semblent s'opérer, et puis il y a des discussions, voire des troubles et des tensions dont on ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants. Et c'est pour ça qu'il faut faire un pas en arrière et puis regarder à partir de nos normes, qu'est-ce qu'on peut en dire. Et même par rapport aux nos normes, je n'ai pas l'alpha et l'oméga de toutes les normes islamiques. Je peux vous donner un panel, si vous voulez, un spectre d'interprétations possibles qui, de ce point de vue, peuvent l'expliquer. Première des choses, on a clairement, du point de vue de l'éthique de la guerre, en islam, des choses qui ne sont pas discutables. C'est-à-dire que, et ça a été codifié, ça a été pensé, à savoir que dans une situation armée, on ne peut s'en prendre que à l'armée adverse. On ne touche ni aux femmes, ni aux enfants,
ni aux représentants religieux, ni aux civils de façon générale, et pas à la nature non plus. C'est-à-dire que normalement, on ne doit pas détruire la nature environnante dans une situation de guerre, on doit la préserver. Ce qui met directement un cadre par rapport à l'éthique de la guerre. Ensuite, dans quelle situation peut-on faire de guerre? Là, il y a une situation qui est un tout petit peu difficile et différente parce qu'il y a un très large consensus sur le fait que la guerre, elle ne peut être que défensive. C'est-à-dire que si on vous attaque, vous pouvez réagir. C'est-à-dire que si vous êtes colonisé, vous réagissez. Si vous êtes attaqué pour X ou Y raison, économique ou colonisation ou des données géostratégiques ou qu'on veut vous voler votre terre, vous avez le droit de résister. C'est ce qu'on appelle, est-ce qu'on le connaît en droit international, et là les deux droits se rencontrent, les références musulmanes comme le droit international, la légitime défense. Donc en situation de légitime défense. Vous avez une petite minorité de savants qui, eux, alors, elle était plus importante dans le passé. Au Moyen Âge, vous aviez, parce que ça c'est important, je veux dire, vous savez que le droit, il se constitue aussi à la lumière du temps, de l'époque et des questions qui sont posées. Et donc, aujourd'hui, une petite minorité qui dit non, la guerre, elle n'est pas simplement défensive. Pour pouvoir répandre la parole de l'islam et la faire entendre dans le monde, on peut même attaquer. Ça existe. On ne peut pas nier que ceci existe dans le discours aujourd'hui. Pourquoi il faut pas le nier? Parce que d'abord, un, c'est vrai, et deux, parce que ça nous permet d'avoir une compréhension plus spécifique de ce qui se passe aujourd'hui, dans la façon dont on aborde les choses. Donc, premier élément, on a ce grand consensus, et puis un consensus large avec donc ce consensus général, puis ensuite une très grande majorité, et puis quelques opinions qui sont des opinions qui sont marginales, mais qui restent opérantes aujourd'hui. Une fois qu'on a dit ça, troisième élément, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Souvenez-vous, parce que ça c'est aussi important, ceux qui ont envie de dire non, chez les musulmans c'est tout la même chose. Quand il y a eu le 11 septembre 2001, le premier qui a réagi et qui a dit, Sharon en l'occurrence, a dit, ben maintenant les États-Unis vont savoir ce que c'est que d'avoir affaire à des terroristes. Voulant dire par là que ceux qui ont attaqué les États-Unis, c'est la même chose que ceux qui résistent à l'occupation israélienne. Ce qu'il avait en tête en 2001 est exactement ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, on a un nivellement sans nuance, on ne sait plus de quoi on parle. C'est-à-dire l'islam politique, c'est devenu l'islam radical, c'est devenu le terrorisme, et le terrorisme est à bannir. Point. Voilà, on a l'équation. Mais les seuls qui avaient fait cette équation-là, quand on leur résistait, au niveau du terrain palestinien, quand on leur résistait, j'entends par là les Palestiniens, c'est eux qui voulaient dire ça. Ils disaient, en fait, ces résistants sont des terroristes. Et ils voulaient généraliser ceci dans notre compréhension. Et nous, du point de vue musulman, il faut qu'on réponde. Ce que font Daesh, ce que font ceux que l'on appelle l'État islamique, qui consiste à s'en prendre à des civils, à prendre le terrain, à s'imposer, à s'implanter et à agir comme il a pu être fait, c'est-à-dire avec la rhétorique d'Al-Qaïda aux États-Unis, avec la rhétorique de Daesh partout dans le monde et en particulier en Afrique et au Moyen-Orient. Ceci, du point de vue islamique, doit être dit moralement inacceptable et à condamner pour deux raisons. Nous ne sommes absolument pas dans une situation de résistance à une armée, nous sommes dans une implantation qui vise immédiatement les civils. Avec cette rhétorique qu'on a eue, puisque moi j'avais eu à intervenir au niveau du gouvernement anglais au moment où les choses se passaient en 2005 avec l'attentat à Londres, c'était de dire, attendez, qu'on entende ce qu'ils disent est une chose, qu'on justifie ce qu'ils font en est une autre. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, écoutez, pourquoi maintenant on va vous tuer, vous? Pourquoi on va venir sur votre terrain? Parce que ce que vous avez fait en Irak, ce que vous avez fait en Afghanistan, vous avez tué des civils. Donc nous, on vous répond. En fait, eux, ils disent, c'est la légitime défense. Donc, vous voyez bien comment ça peut être tendancieux. C'est-à-dire que je viens de vous dire que la légitime défense était acceptable en islam, puisqu'il y a un consensus. Et donc, eux, ils font une image du monde en disant, mais nous sommes agressés, nous sommes agressés. Et ils font des vidéos. Dans les vidéos, ils vont se faire exploser dans le métro de Londres, ou dans le train de Madrid, ou dans les tours
de New York, qu'est-ce qu'ils disent, eux, dans leurs vidéos? Ben, vous nous avez agressés, donc on vient vous... Et comme, de toute façon, on n'a pas les mêmes armes que vous, ben, on va faire quelque chose qui va, en fait, être le retour du boomerang. On va atteindre votre population civile comme vous atteignez notre population civile. Cette rhétorique-là, il faut l'entendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de juste dans ce qu'ils disent. Vous nous exploitez, vous nous attaquez, vous n'avez pas de respect pour la valeur des vies humaines en Afrique. Mais qui aujourd'hui regarde le monde et pourrait dire que c'est faux, ça? Évidemment que c'est vrai. Évidemment qu'ils n'ont eu aucun respect de la valeur des Irakiens, de la valeur des Afghans, ils n'ont aucun respect. Ils ont de ce point de vue leur calcul. Bien, à cette vérité, il faut refuser la contre-vérité de la réponse. Et parce que vous faites ceci, nous aurions le droit de tuer vos civils. Non. Non, parce que là, on parle d'armée contre armée. On a intellectuellement le devoir de résister à toutes les propagandes occidentales qui font et qui minimisent et qui déshumanisent la vie des Orientaux, la vie des Arabes, la vie des Africains, la vie de tous les êtres humains qui vivent dans le Sud. Oui, ça, on doit le faire. Mais on ne peut jamais justifier le fait de s'en prendre à des gens qui sont innocents et des civils qui n'ont rien à voir là-dedans. D'ailleurs, même dans ceux que l'on tue, il y a des gens qui soutiennent le fait que leur population, leur gouvernement les trahit. Donc, le propos est juste, la réaction est infondée et doit être condamnée. Là, on est dans une situation très, 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 très claire. On n'est pas du tout là dans cette... Donc, la condamnation de Daesh, la condamnation de l'État islamique tel qu'il s'est fait en Irak, en Syrie, tel qu'il s'est implanté aussi au nord du Mali, au sud de l'Algérie, etc., ou au Yémen, ça, c'est absolument clair. Maintenant, ce qui se passe en Palestine est de toute autre nature, puisqu'ici, vous avez d'abord un État qui se constitue, une armée qui enferme et qui colonise, et qui, de ce point de vue-là, est en train d'attaquer ce qu'on appelle une guerre, et qui a souvent été plus un massacre qu'une guerre. Je le disais moi déjà en 2009, je veux dire, on assiste à Gaza, on n'assiste pas à une guerre. Elle est où l'armée palestinienne? Ils sont où? Ils sont où les tanks? Ils sont où? C'est pas vrai. Mais par contre, on a quelque chose qui régionalement est très 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 ciblé. C'est une armée en face de qui il y a des résistants et qui volent la terre. Donc l'agression est caractérisée. La dimension armée est caractérisée. Le fait de s'en prendre à une population est caractérisé. Et donc, la résistance devient légitime. Mais comme, en fait, elle l'est chez tous les êtres de bon sens. Mais franchement, je veux dire, vous prenez n'importe... Mais vous allez en première année de lycée, vous exposez l'histoire, et pas à partir du 7 octobre, mais l'histoire. Mais est-ce que vous allez trouver un être humain qui dit, tout le monde va vous dire j'aimerais la paix, mais moi aussi j'aimerais la paix, vous aussi vous aimeriez la paix, on aimerait tous la paix, mais à l'impossible nul n'est tenu, surtout quand l'oppresseur il ne veut pas. Stéphane Hessel, que tout le monde aujourd'hui, dont tout le monde aujourd'hui reconnaît la position courageuse et morale, il dit mais en fait Israël veut pas la paix, Israël veut continuer sa colonisation. Et en même temps, il tient à la gorge les États européens et les États-Unis qui n'osent pas réagir. Donc, c'est important aussi que nous, comme vous venez de me poser cette question, je pense qu'elle est essentielle, que d'un point de vue musulman, on ait une claire idée. Pourquoi? Parce que vous savez, les consensus qui ne sont pas verbalisés, clarifiés, peuvent ensuite donner naissance à des zones grises. On ne sait plus très bien ce qu'on soutient. Ça, c'est une claire condamnation. La résistance, elle est légitime. Maintenant, les moyens de la résistance, là, ils sont à discuter, puisque certains disent, quand on n'a pas d'armes, quand on n'a pas de tanks, quand on n'a pas d'armée, eh bien, on est obligé de cibler ce qui va faire réagir l'adversaire, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et donc, ils justifient ce qu'ils appellent des attaques qui sont des attaques de martyrs en fait, c'est-à-dire selon la méthode qui était connue au Japon et puis qui est connue dans la tradition musulmane, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez
avec certitude mourir, mais le plus important, c'est que vous cibliez chez l'adversaire et que vous fassiez autant de morts que possible pour que justement le rapport, pour leur faire peur en fait, pour que le rapport de force change. Et certains l'ont justifié dans ma tradition musulmane. Et certains m'ont même sorti de l'islam pour ça, en disant non mais attends, tu peux pas ne pas soutenir ceci. Et moi je dis et je répète, je soutiens la résistance, mais pas n'importe quel moyen. Moi, Mhm. je ne me satisferai jamais du fait qu'on puisse faire sauter un bus en plein milieu de Tel Aviv avec des enfants de 8-10 ans qui n'ont rien fait, qui sont au sens éthique et au sens spirituel, au sens religieux, aussi innocents que mes enfants. Ça n'est pas acceptable. Maintenant, la résistance, ça est autre chose, mais là, parce que vous avez l'intuition qu'il y a débat, il y a l'intuition qu'il y a tension, là, il faut qu'on clarifie par rapport à ça. Et c'est pour ça que je dis, il faut faire la différence entre une organisation terroriste et des actes terroristes. Il se peut qu'une organisation de résistance fasse usage d'actes terroristes. Il faut condamner les actes, mais ça ne délégitime pas la résistance pour ce qu'elle est. Alors, il y a eu, sans transition, il y a eu une publication de Wikileaks qui a fait publier un document qui indiquerait qu'Israël prévoit de déplacer les habitants de Gaza. Donc, ça a été révélé par le média Mekomit, un texte d'orientation du ministère des Renseignements israélien qui plaide pour le déplacement définitif de la population civile de Gaza vers l'Égypte. Qu'est-ce que vous pensez de cette information-là? Alors, écoutez, depuis, si vous lisez l'histoire et vraiment avec profondeur, on a eu souvent des révélations comme ceci sur les stratégies ou ce que voulaient vraiment les gouvernements successifs israéliens. On nous a dit, bah non, ceux qui sont plus à gauche, ils sont prêts pour une coexistence, puis ceux qui sont plus à droite, eux, ils aimeraient le grand Israël, etc. Il se trouve que malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que très très souvent, ce qui est apparu dans ces documents plus ou moins secrets ou de ces affirmations des uns et des autres, c'est souvent avéré vrai en fait. C'est-à-dire que ça a souvent été avéré, ça a souvent été euh, un plan. Maintenant, je veux dire, n'importe quelle politique normalement constituée en intelligence et en analyse comprend que l'attitude d'Israël à travers tous les processus de paix est simplement gagner du temps pour poursuivre l'expansion. Sinon, il ferait pas ça. Je veux dire, il n'y a pas Hamas en Cisjordanie. L'expansion et la colonisation a grignoté, grignoté, grignoté et continue à grignoter au moment où je vous parle. Et comme les Palestiniens, les Israéliens font des otages, c'est-à-dire ils prennent des gens des familles, ils les mettent en prison. Alors on dit que ce sont des prisonniers, mais en fait ils n'ont rien fait, ce sont des civils. On les met en prison pour tenir à la gorge ceux qui allaient résister, qui sont des résistants à l'avancée, au grignotage. Donc la politique sur le terrain, la politique du fait accompli sur le terrain est clairement une politique de grignotage. Donc c'est vrai en Cisjordanie. Même le mur qui a été considéré par les Nations Unies comme étant, et il y a eu une résolution là-dessus, comme étant un non-respect des accords, un non-respect, et qui a été condamné par les Nations Unies, il n'est pas sur la ligne verte, il est plus avant, c'est-à-dire il est en deçà sur le terrain. On a même grignoté avec le mur. Avec le mur, on a grignoté, on a coupé des champs, on a coupé les gens de leurs champs. Donc tout ceci s'est fait au su et au vu de la communauté internationale. Et donc on continue à grignoter. Que maintenant on voit qu'avec Gaza, il y a la volonté d'aller plus loin et que ce peut être une manœuvre pour enfermer les Palestiniens, réduire la surface de Gaza, voire peut-être même l'éliminer, en espérant effectivement que avec l'Égypte, et c'est pour ça qu'on voit le jeu du président égyptien, qui est de dire non, on va pas ouvrir parce que moi je veux pas être envahi. Donc ils sont trois pays à avoir compris ce qui était en train de se passer fondamentalement, régionalement. Il y a l'Égypte qui est en train de comprendre ce vers quoi on pourrait les pousser. Il y a la Jordanie aussi qui comprend ce vers quoi on pourrait les pousser parce qu'elle a beaucoup de camps de réfugiés. Puis il y a le Liban qui sont les plus rapprochés, qui comprennent là qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui pourrait être un basculement régional. Et il y a deux éléments que l'on sait aujourd'hui, qui n'étaient pas là il y a 15 ans, et qui sont la découverte de ressources minières et de pétrole et de gaz dans
juste à la hauteur de Raza, c'est-à-dire avec Raza, on pourrait y avoir accès, et puis la volonté aussi de pouvoir faire un accès à travers cette région-là directement pour pouvoir avoir un accès sur ensuite la mer et puis les transactions maritimes. Donc, il y a deux éléments qui peuvent effectivement nous amener à penser qu'il y a un plan derrière tout ceci. Qu'il pourrait y avoir un plan parce que géostratégiquement, économiquement, ça pourrait être le pendant du canal de Suez qui est entre les mains de l'Égypte. Et vous voyez bien que de ce point de vue-là, l'Égypte pourrait voir la réalisation de ce projet comme étant problématique puisque ça mettrait en cause tous les gains, les milliards que l'Égypte fait uniquement sur l'accès par le canal de Suez. Donc on est aujourd'hui devant des questions et des questionnements qui peuvent être finalement de quatre natures. Et moi, j'en exclus aucune. La première, c'est est-ce que effectivement le gouvernement israélien a été mis au courant et qu'il a laissé faire? Ça, c'est aujourd'hui une vraie question. Parce que la force de frappe du Hamas, c'est une chose, l'incompétence d'Israël en est une autre. L'incompétence des services de renseignement. C'est-à-dire, et on dit, il y a quand même des éléments, c'est-à-dire vous avez des militaires israéliens, vous avez des gens du gouvernement, ils disent non mais attendez, c'est pas possible que ce se soit passé comme ça. Et encore une fois, on peut imaginer qu'il y ait eu une fuite ou quelques personnes, mais de cette envergure-là et pendant 7 heures, c'est étonnant. Donc, moi, je n'exclus pas cette hypothèse. Même si je pense qu'effectivement, Hamas a les moyens de faire ce qu'il a fait. Mais je n'exclus pas cette hypothèse qu'en fait, on savait qu'ils avaient les moyens et puis qu'on a pu les laisser faire avec l'idée que on allait réaliser un autre plan. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des hypothèses, c'est que de ce point de vue, il y ait là maintenant, avec l'entrée en jeu des États-Unis, le silence de l'Europe, une alliance objective pour pouvoir se repositionner dans la région et puis pouvoir avoir accès et aux minerais et à un autre canal qu'on créerait pour pouvoir, et s'il était entre les mains israélienne, ça permettrait encore davantage de sceller l'alliance israélo-américaine et européenne d'une certaine façon. Donc ça, c'est une deuxième hypothèse qui est tout à fait probable. La troisième hypothèse, elle me paraît de ce point de vue et on va le savoir puisque on attend le discours de Nasrallah au Liban, c'est effectivement qu'avec tout ceci, il y avait l'idée que de pousser aussi les États arabes ou les États environnements à se positionner par rapport à Israël et que la réaction soit si massive qu'à un moment donné, ça force le repositionnement des États arabes. Elle est probable, cette hypothèse, elle l'est moins quand même, parce qu'on s'aperçoit que finalement, ça n'a pas fait sourciller l'autorité des Émirats arabes unis qui confirmaient leur accord. Les autres continuent à avoir quand même des relations, même si c'est très très discret. On n'a pas vraiment entendu des États arabes qui étaient très très fermes sur quelques-uns, mais je veux dire, la majorité se taise. On a plus de positions fermes en Amérique latine où on renvoie les ambassadeurs, on coupe les relations, qu'on l'a dans le monde arabe. Donc ça, c'est la troisième hypothèse. Et puis la dernière des hypothèses de ce point de vue, c'est effectivement aujourd'hui de mettre l'opposition palestinienne dans une telle impasse que finalement ce soit une étape dans un processus qui va être continué parce que il se pourrait que ce soit encore trop tôt pour Israël de se passer du danger de Gaza, parce que le danger de Gaza permet de se présenter comme une victime qui continue sa politique. Vous voyez, d'une certaine façon, il se pourrait que ce soit encore trop tôt de l'éliminer de la surface de la considération régionale. Et là, c'est aussi probable. Alors, par rapport à, justement, vous avez cité Hassan Nasrallah, qui est le chef du Hezbollah. Lui, il avait dit
que finalement, il y a deux objectifs. Le premier objectif est de mettre fin à l'agression contre Gaza, et le deuxième objectif est la victoire du Hamas dans cette guerre. Alors, la question est que le Hezbollah, finalement, qui est aussi considéré comme un parti chiite, mais terroriste par certains pays, la question c'est comment est-ce que le Hamas peut gagner cette guerre? Ou est-ce que c'est juste une manière de dire les choses pour les dire quelque part, pour impressionner les gens, quoi. Alors, dans votre façon de présenter la chose, il y a l'intuition d'une vérité historique. C'est-à-dire que Hassan Nasrallah, euh, d'abord, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que quand il y a eu l'agression et quand il y a eu le conflit avec Israël, le Hezbollah a résisté d'une façon tout à fait étonnante. Personne ne s'attendait à ce que la résistance soit aussi importante et qu'elle puisse mettre en échec finalement la force israélienne avec une gestion du terrain et une gestion de la configuration du terrain du conflit que beaucoup qui a surpris beaucoup de monde. Moi, le premier. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'aperçoit que ils connaissent leur terrain, ils sont armés, ils sont habiles, ils savent comment faire les choses, et ils ont su résister, ils ont su d'une certaine façon neutraliser. Et à ce moment-là, il avait un discours galvanisant, c'est-à-dire effectivement le monde entier était à l'écoute de ce qu'il disait au moment où il parlait, et d'ailleurs c'est le seul moment historiquement, avant qu'il se passe ce qui s'est passé après 2012 dans la région, entre le Liban, entre la Syrie et finalement toute la région, chiite, sunnite, et cette division qui est apparue après les soi-disant printemps arabes. Avant ceci, il y avait il a réussi à réunir les émotions et les intelligences chiites et sunnites. Pendant un certain temps, c'était la référence. Puis ensuite, il y a eu ce qui s'est passé en Syrie, et puis sa prise de position, Iran, Liban, Hezbollah et Syrie d'un côté, versus eh bien toute la résistance à la Syrie et qui a provoqué une fracture. Excusez-moi, au point d'ailleurs qu'on a fini par dire, bah, c'est entre chiites et sunnites cette affaire-là en Syrie. Ce qui était une erreur d'analyse, mais les erreurs d'analyse idéologique peuvent finalement devenir vraies quand on a une mauvaise gestion des réalités politiques. Et c'est ça qui s'est passé. La mauvaise gestion de la réalité politique en Syrie a finalement cloisonné et enfermé et fractionné un dispositif qui était chiite comme sunnite et qui va jusqu'en Europe. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes n'importe où en Europe, vous discutez entre chiites et sunnites, les positions sont fracturées sur cette question-là. Et Nasrallah, depuis, s'est repositionné d'une certaine façon. Il a le verbe, il a la capacité de la galvanisation émotionnelle, de la captation, parce qu'en plus de là où il se situe, il parle en arabe dans la langue majoritaire de tout le monde sunnite, pas forcément des chiites, puisque l'Iran, ben, ils le comprennent, mais pas tous, c'est l'élite qui le comprend, et donc il a une force de captation émotionnelle et politique, et de mobilisation. Maintenant, il faut regarder les réalités en face, c'est-à-dire que on peut dire, parce que même le Hamas le dit aujourd'hui, à l'heure où je parle, sous les bombes de Raza, ils disent on va gagner, et puis on est en train de les faire entrer. Il y en a même qui sont en train de nous expliquer que tout ça, c'est eux qui l'ont fait. Ils ont fait tout ça exprès pour les faire entrer, puis ils vont leur tomber dessus, et puis ils vont les anéantir. On a tout ce discours-là, on sait, ça c'est de la propagande de guerre d'une certaine façon. Il y a une légitimité à ça, même si elle est infondée en vérité, cette considération-là. Alors, aujourd'hui, quelle serait et comment peut-on imaginer la victoire du Hamas s'il y avait un plan et s'il y avait un dispositif qui était fait par étapes, à savoir qu'à un moment donné, l'Iran va soutenir le Hezbollah pour entrer en soutien du Hamas et que tout ceci est une stratégie appliquée et qui va se faire ressentir sur le terrain, ce serait quelque chose qu'on pourrait même commencer à envisager. Mais tout nous porte à croire, après 3 semaines et autant de massacres, que c'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Donc là, lui, ce qu'il a dit, si avant mon discours, vous n'avez pas cessé, ben on va entrer en jeu. Alors, enfin, je ne sais pas s'il l'a dit, mais il semblerait que quelqu'un lui l'ait entendu dire, parce que moi, de mes propres oreilles, je ne l'ai pas entendu le dire. Est-ce que ça, c'est ce qui va se réaliser ou pas? Je ne sais pas. Mais encore une fois,
nous sommes aujourd'hui dans une espèce de surenchère verbale, mais pas véritablement d'efficacité sur le terrain. Parce que le véritable soutien, je veux dire par rapport aux Palestiniens, et je parle des Palestiniens parce qu'il faut qu'on arrête de penser systématiquement la résistance uniquement par le Hamas, qui serait cet élément ou diabolique, parce que c'est le diable, parce qu'on l'appelle le mal, qui est sur le terrain. En refusant ceci, la résistance aujourd'hui palestinienne, elle n'a pu compter effectivement sur personne. Personne. Il n'y a effectivement aucune fois. Alors après, on a entendu que le Yémen déclarait la guerre à Israël, mais on n'a entendu personne. C'est-à-dire, on n'a vu personne sur le terrain. C'est ça. Donc, vous avez raison d'une certaine façon. Vous posez des questions et dites non, mais attendez. À partir d'un certain moment, le principe de réalité nous amène à dire est-ce qu'on n'est pas encore en train de vivre une surenchère verbale sans dispositif politique et militaire? Parce que c'est ça qui pourrait donner la seule chose qui peut donner la victoire à la résistance, c'est ça. Et on ne voit rien depuis 3 semaines. Je vais rebondir là-dessus justement. J'ai lu une réaction de quelqu'un parce que il y a aussi le président turc Erdogan qui s'est exprimé avec un discours très galvanisant aussi. On dit finalement que enfin on dit, j'ai entendu en tout cas des critiques concernant certains représentants d'États dits musulmans. Il dit finalement tous ces discours-là, c'est juste pour contenir la colère des populations de leur propre pays. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des grands discours. Enfin, parfois, en tant que si je me place d'un point de vue de citoyen simple, même au-delà des représentants d'État, il y a l'ONU, il y a plein d'organisations internationales qui ont été créées, qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme, d'autres qui font des menaces, etc., etc. Et qu'on se dit, nous, quelque part, tous les citoyens du monde, on se dit, bah, en fait, on a beau manifester, on a beau faire ci, on a beau faire ça, si des organisations internationales qu'on a créées pour la paix dans le monde et qu'on valorise tant quand c'est nécessaire, entre guillemets, bah, même eux, même elles, plutôt, enfin, ne changent pas les choses jusqu'à présent, c'est ça que je veux dire. Mhm. Écoutez, encore une fois, là, on est dans un questionnement qui est majeur. Quelle est la particularité en politique de celui dont on pourrait dire qu'il y a la mégalomanie, ou qu'il y a l'hypocrisie, ou qu'il y a la manipulation? Aujourd'hui, vous vous apercevez, et encore une fois, je veux dire, le conflit israélo-palestinien a quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'il est local avec une résonance mondiale. Donc, premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il exige une analyse historique fine et qu'il produit des réactions émotives massives. Oui, c'est ce type de rapport-là. Donc, on a quelque chose qui est très à l'image, dans l'air du temps, en fait, parce que notre monde aujourd'hui est plus dans l'émotion que dans l'analyse, est plus dans la considération politique générale, sans véritablement d'engagement et de compréhension des réalités locales, ce qu'on devrait aussi comprendre. C'est-à-dire que notre engagement local, on a un grand discours sur les enjeux globaux, mais vraiment dans notre engagement global qui met tout de suite en évidence nos responsabilités, notre agir quotidien, ben là on est moins rigoureux. Eh bien, regardez ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que du point de vue de ceux qu'on appelle, encore une fois, on reprend la communauté internationale. Et là, je vais reprendre les leaders occidentaux. Regardez comment les choses se sont passées. C'est-à-dire qu'on a 2 exemples. Et là, encore une fois, je rentre même pas dans la considération politique de l'agresseur et de l'agressé, mais 2 exemples qui se sont passés en l'espace de 2 ans et demi. D'un côté, vous avez eu la Russie qui envahit l'Ukraine. Et vous voyez l'espèce d'explosion émotionnelle, de caisse de résonance émotionnelle. Vous voyez le porte-parole de la Maison-Blanche, où vous voyez tous les leaders occidentaux. Je veux dire, ils étaient à 2 doigts d'avoir la larme à l'œil. C'est-à-dire en fait, eux, c'était différent. C'est-à-dire que ils voulaient susciter l'émotion populaire pour justifier leurs décisions politiques.
Oui, c'est d'ailleurs qu'on on va, je veux dire, pratiquement, je veux dire, vous ne pouviez pas être en Europe ou aux États-Unis, et Dieu sait si les États-Unis, franchement, l'Ukraine, rien à voir, hein, c'est très loin. Mm. Mais le battage médiatique, en montrant des noms, des familles, des enfants, vous voyez cette espèce de couverture médiatique qui va susciter l'émotion, exactement l'opposé que ce que l'on a fait avec Saddam Hussein quand on a justifié la guerre en Irak. On est allé dire qu'il avait arraché des bébés à leur pouponnière et que ça justifiait qu'on intervienne. Donc, on a joué sur l'émotion en la suscitant dans le peuple pour justifier finalement le fait qu'on dépense des milliards pour soutenir l'Ukraine contre la Russie. Et donc, à partir d'un certain moment où vous apercevez que vous avez eu un discours très hypocrite, très émotionnel, peu analyste, peu fondé en histoire et en raison. Je veux dire, encore une fois, je veux dire, l'Ukraine, dire que l'Ukraine c'est la même chose que la Crimée, ne pas comprendre les réalités historiques de la position russe par rapport à la Crimée et tout ceci, il fallait pas passer par là. Je veux dire, dès qu'on rentre dans l'explication, on était dans la justification et on était pro-russe, quoi. Parce que c'est tellement émotionnellement surchargé, on l'a tellement rendu émotionnellement surchargé, on en a tellement fait pour que le peuple réagisse émotionnellement qu'on n'est plus du tout dans l'analyse. Maintenant, vous passez de l'autre côté, vous regardez avec la Palestine et avec Israël. Là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, c'est pas les leaders du monde arabe ou des sociétés majoritairement musulmanes qui vont devoir réagir à l'émotion. Mais ils sentent bien que tous les peuples sont pro-palestiniens. Les peuples ne les suivent pas. Ils ne les suivent pas dans leurs négociations avec Israël. Ils ne les suivent pas dans leur normalisation. Ils ne les suivent absolument pas. Et tout à coup, vous avez une charge émotionnelle qui n'est pas, pour reprendre la formule de Chomsky, manufactured, c'est-à-dire qui n'est pas fabriquée, mais qui est réelle. Et donc, eux, à ce moment-là, ils font exactement la même chose que les leaders occidentaux, mais à l'envers. C'est-à-dire, ils vont instrumentaliser l'émotion populaire et se positionner à des moments tout à fait singuliers, très 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 précis. C'est-à-dire que à un moment donné, c'était plus soutenable. Et quel a été à un moment donné l'élément clé que tous ont reconnu comme étant l'élément clé? Ils se sont dit là, si ça passe, ça peut faire basculer ce conflit. C'était le bombardement de l'hôpital El-Alfi. Mm. Ce bombardement-là, il a été déterminant et vous voyez directement, Israël a extrêmement compris, les puissances occidentales extrêmement compris. Ils n'ont pas voulu laisser de place à une réaction émotive qui allait changer, qui allait retourner la donnée. Immédiatement, Israël dit ah non 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 c'est pas nous, c'est le djihad islamique. Et dans les 2 heures qui suivent, alors qu'il est là-bas, Biden donne un satisfait et reconnaît ceci. Il dit j'ai les preuves que c'est pas Israël. Pour redonner un repositionnement médiatique à non non c'est eux qui l'ont fait. Or, on sait aujourd'hui, sur le plan des armes, sur le plan de la stratégie, sur le plan, c'est impossible que ce soit les Palestiniens qui ont fait ceci. C'est pas possible. Donc, on le sait aujourd'hui, comme on sait aujourd'hui, que toute cette histoire de ils ont égorgé des bébés, tout ceci, c'était de la manipulation médiatique. Donc, une fois qu'on sait ça, on s'aperçoit que d'un autre côté, ça a provoqué dans le monde arabo-musulman, là on dit c'est trop tard. Moi-même, personnellement, j'ai eu des gens qui m'ont dit non, non, là c'est trop, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'il y a eu tout à coup un clivage entre la réaction d'analyse politique et la surréaction émotionnelle. Et qui fait qu'à des moments donnés, les peuples ont commencé à descendre, les gens ont commencé à manifester, plus encore davantage, parce que là, ça montrait. Et puis là, ce qui se passe à Jabalia, ce qui s'est passé avec le refuge, a encore été une expression de la possible réaction émotionnelle des populations. Et là, vous avez des responsables politiques qui ils vont, je veux dire, encore une fois, je n'ai pas moi à dire, et je pense que les choses sont assez claires, que Erdogan est pro-palestinien en fait et en analyse, ça paraît évident, mais qu'il ait déterminé une politique qui puisse l'exposer dans son soutien aux Palestiniens, non. Il fait très très attention. Et donc, il peut galvaniser son peuple en disant on est du côté, mais concrètement et pratiquement sur le terrain, on ne verra rien. Et on voit rien en fait. Quand vous voyez ce qui se passe au niveau des autres États majoritairement musulmans, en Égypte, les manifestations étaient interdites.
Et tout à coup, vous avez eu un déferlement à Midan et Tahrir, ils ont fait sauter la barrière des policiers pour y aller. Parce qu'en fait, parmi les policiers, il y en a qui étaient d'accord avec eux. Ils peuvent plus supporter ce qui se passe en Palestine. C'est-à-dire que même les policiers peuvent pas soutenir le fait que l'État ne permette pas aux gens de faire en sorte que ça sorte, en fait, qu'ils puissent s'exprimer. Et donc, de ce point de vue-là, l'instrumentalisation de l'émotion, vous voyez comment elle est dans les deux camps. C'est-à-dire, d'un côté, on la suscite pour l'exploiter et justifier, et d'un autre côté, on l'instrumentalise pour montrer la légitimité sans forcément agir. Donc là, on agit pour soutenir ceux qui sont nos soutiens. Et là, on utilise l'émotion pour simplement instrumentaliser cette émotion, mais ne pas réagir sur le plan concret, parce que c'est ça qui se passe aussi. Donc, encore une fois, je veux dire, mais ça encore, vous savez, là, c'est parce que c'est un verre grossissant. Mais tout le monde a vu et tout le monde a apprécié. Tout le monde, je veux dire, je l'avais vu, je l'avais regardé. On m'avait posé la question de savoir ce que j'en pensais. Souvenez-vous à Davos, Erdogan se lève. Alors, il est avec Shimon Peres au moment où ils sont en train de s'en prendre à Raza, puis il quitte la salle. Et ça a fait une déflagration émotionnelle. Erdogan prend position, se lève dans cette réunion à Davos et quitte la salle et quitte la discussion avec son interlocuteur, alors le président israélien. Il se trouve que au même moment où il fait ceci, avec une déflagration émotionnelle et médiatique, ben, il signe des contrats avec Israël. Donc, ils signent des contrats, mais c'est un jeu médiatique d'une certaine façon. Donc, encore une fois, loin de moi l'idée de remettre en cause le soutien, mais je sais que le soutien verbal ne peut pas et n'a pas raison du calcul politique, économique et géostratégique. Et c'est ce qu'on voit sur le terrain. Et c'est finalement ce que disent les Razaouis. C'est ce qu'ils disent sur le terrain. Ils disent, vous nous avez laissé tomber. Quand ils disent, vous n'avez laissé tomber, ils disent quoi? Ils disent, bon, ben, ça va, vous priez pour nous, vous avez des beaux mots, tout ça c'est bien gentil, vous faites quoi en fait? Alors les populations se sentent impuissantes, euh, et puis les États se veulent impuissants. Est-ce que les États musulmans dans l'échiquier, sur l'échiquier politique international sont devenus des tigres de papier? Euh, Quel est le poids de la communauté musulmane? Parce que j'en discute aussi avec plein de personnes, etc. Et que finalement, quelque part, il y a une espèce de verticalité, enfin, un amour vertical dans l'islam qui lie un peu toute la communauté. C'est un peu niais de dire ça et c'est très. Bon, ça fait partie de la doctrine islamique que finalement, que ton frère musulman est plus proche de toi, est proche de toi par ce lien-là. Et donc, il y a une forme de famille, de grande famille qui s'opère et que finalement les représentants des États, etc., ont une grande responsabilité dans le fait voilà, de prendre des décisions pour le bien de la communauté, etc. Donc, c'est une question un peu très, très globale, mais je veux dire, qu'en est-il de l'islam, enfin pas de l'islam, mais de l'éthique islamique qui lie les musulmans les uns les autres et aussi avec le reste de l'humanité, mais sur tout pan de société et qui n'est pas là pour galvaniser les gens, quoi. Que l'islam n'est pas là pour galvaniser les gens. Alors, il y a un océan entre la référence islamique et les gestions politiques d'aujourd'hui. Raison pour laquelle, déjà, sur le plan de la formulation, et c'est quelque chose que j'avais dit à des autorités politiques jusqu'au plus haut niveau des États-Unis, je dis, moi, je n'utilise pas la formule des sociétés musulmanes ou des États musulmans. J'utilise la formule des sociétés majoritairement musulmanes et des États majoritairement musulmans. Pourquoi? Parce que il faut être cohérent avec ce que l'on veut. Il y a des citoyens de confession musulmane, ils sont certes la majorité, mais il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des athées, il y a des personnes qui sont d'autres traditions. Il faut comprendre, d'une part, qu'on n'est pas en face d'États musulmans et uniquement musulmans. Parce que ça, c'est important, surtout dans le débat qu'on a avec l'Occident aujourd'hui. Avec l'Occident qu'on a aujourd'hui, vous n'êtes pas des États chrétiens, vous êtes des États majoritairement chrétiens ou majoritairement laïques au sens où certains le comprennent d'une certaine façon. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Il faut avoir la précision dans l'appellation. Et c'est ça qui gêne aujourd'hui dans le débat français, francophone ou même anglophone ou occidental. C'est qu'en fait, on a commencé à s'habituer à
des définitions un tout petit peu grises, un peu sans contour, parce que ça aide tout le monde. Ça dit deux choses, une définition qui est pas précise. Ça permet de pouvoir changer de définition quand on veut, puis ça permet de cacher l'ignorance de celui qui utilise les mots qu'il emploie. Donc voilà, on a ça aujourd'hui dans le débat, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont avec un vocabulaire à géométrie variable et à connaissance relative. Deuxième des choses, donc par rapport à ça, ça nous amène au deuxième. Et le deuxième point, c'est ce que vous dites, est-ce que ce sont des tigres de papier? Au niveau populaire, on a déjà un vrai problème dans les sociétés majoritairement musulmanes et même parmi les communautés musulmanes d'Occident. C'est-à-dire que on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y a des émotions et des réactions à géométrie variable. On n'est pas toujours du côté des victimes. On est du côté de nos victimes, parce qu'on se dit exactement ce que vous dites. En fait, on est un corps, on est une communauté religieuse, on est la Ummah, comme on dit. Et la Ummah, c'est ceux qui croient comme moi. Et quand ils sont victimes, c'est comme si on touchait mon corps, parce que quand le corps est atteint par le rhume ou la fièvre, c'est tout le corps qui doit le ressentir, parce que c'est ça que nous dit la tradition prophétique. C'est vrai. Mais la Ummah, c'est aussi l'humanité, et on est frères et sœurs en humanité. On devrait être du côté de toutes les victimes. C'est pour ça que dans tout ce qui se passe en Afrique ou dans tout ce qui se passe dans certaines régions du monde où il y a effectivement des exactions, où moi, je suis très fier, en fait, de ces femmes et ces hommes au Rwanda qui étaient musulmans, qui ont ouvert les mosquées pour venir protéger les Tutsis. C'est de ça dont je suis fier. Je suis très fier des Français de confession musulmane qui ont ouvert la mosquée de Paris et qui ont donné des certificats de conversion musulmane à des juifs pour les sauver de la déportation. Ça s'est passé en France, ça. Je suis très fier de ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont bien compris ce que c'est que faire corps avec l'humanité. C'est-à-dire que ton frère en humanité, quand il est juif, c'est qu'on va le déporter pour le seul fait qu'il est juif en face d'antisémites allemands, et puis que toi, tu vas lui donner un certificat de conversion à l'islam pour lui sauver la vie, mais c'est l'honneur de l'humanité. Ceci, tu as bien compris ce que c'était que d'être le frère de son frère. Donc, au niveau de l'humanité des hommes, au niveau de ce que nous devrions faire, ça devrait être cette position-là qui doit être et les peuples musulmans, encore aujourd'hui, ont quand même cette reconnaissance, cette animation d'être du côté des opprimés. C'est vrai quand il s'agit des Rohingyas, c'est vrai quand il s'agit des Ouïghours. Comme je vous le dis, j'aimerais bien qu'il le soit pour les Tibétains, j'aimerais bien qu'il le soit pour les Congolais, etc. Bref, tout ça, c'est un élément. Mais au-delà de ça, au-delà de cette réaction qui est à la fois émotionnelle, spirituelle et communautaire, au sens religieux, c'est-à-dire la communauté de foi, on a un vrai problème avec les États, parce que la réalité, c'est que la plupart des États dans ces sociétés-là, ils n'ont aucune légitimité démocratique, aucune. C'est-à-dire que ça a duré 1 année et demie, 2 ans après ce qu'on a appelé le printemps arabe. Mais bon, même avec l'élection de Hamas, qui a été une élection, encore une fois, reconnue par la communauté internationale, organisée par les Nations Unies, aidée par les Américains et observée par les Israéliens. Ça a été leur élection. Et moi, ce que je disais auparavant, c'est que c'était un piège, en fait. C'est-à-dire que c'était une élection pour les mettre dans une situation où ils allaient se retrouver au pouvoir, mais sans autorité, pour qu'ils perdent leur légitimité, puis pour qu'on puisse dire, qu'on en arrive à ce qu'on dit aujourd'hui, si vous soutenez Gaza, vous soutenez Hamas, et si vous soutenez Hamas, ce sont des terroristes, et si vous soutenez le terrorisme, vous êtes, encore une fois, moralement illégitime dans le débat. Vous voyez toute cette structure-là qu'on a eue. Et donc, dans les pays majoritairement musulmans aujourd'hui, mais donnez-moi un qui ait une légitimité populaire. Aucun. Qui ait une légitimité même morale, parce que c'est la majorité, c'est des corrompus, en fait. C'est des corrompus. Donc, il y a une corruption, il y a une non-légitimité, et puis il y a surtout une chose qui est la plus importante, c'est que tous, individuellement, ont plus de relations avec les États-Unis et l'Europe, voire parfois avec la Chine qu'entre eux. Il n'y a pas de relation sud-sud, en fait. C'est tout à fait marginal. Le seul qui a voulu en faire avec toute sa folie et son approche dictatoriale, parce que c'était un dictateur et que parfois il n'avait pas toute sa raison, mais que parfois il avait des intuitions qui étaient profondes, c'était Kadhafi.
Mm. Kadhafi voulait une union des États africains et il voulait lier ceci à la Chine. Donc il avait un plan de ce point de vue-là. Il allait et il se disait notre avenir c'est pas l'axe occidental, c'est l'axe à l'est, c'est l'axe chinois, c'est l'axe indien même. Et quand il a eu ceci et puis qu'il commençait à le mettre en application, il a considéré et était considéré comme un danger, il fallait l'éliminer. Et il fallait l'éliminer avec des États qui étaient totalement dans l'axe occidental. C'est-à-dire, c'est pas simplement la France, mais c'est aussi le Qatar. Le Qatar a été partie prenante du fait de l'élimination de la Libye. On se pose pourquoi, on se pose, de Kadhafi, on se pose la question de savoir pourquoi. Alors, effectivement, il y a des réalités minières, mais c'est surtout des réalités géostratégiques imposées par l'agent occidental. Donc, une fois qu'on a ceci, ben oui, ce que vous dites des tigres, vous êtes gentil, il n'y a même pas de tigres, il y a que du papier en fait, et puis il y a que du vocabulaire, et il y a que des propos qui sont vides de réalité politique. Donc beaucoup de papier et l'absence absolue de volonté politique de résister et de proposer une alternative. Et peut-être une dernière question, ce qui se passe actuellement à Gaza, certains y voient une certaine réalisation d'un récit eschatologique, que ce soit d'un point de vue musulman, d'un point de vue chrétien, qui disent voilà, c'est les signes de la fin de l'heure, etc., etc. Comment est-ce que vous analysez ça, ou est-ce que finalement ça vient finalement, comment dire, réveiller un espèce de folklore islamique chez les gens qu'on a toujours vu quelque part à la fin du monde, euh, à la porte de notre existence au fil des générations. Écoutez, c'est pas une question qui est simple en fait, parce qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est ce que vous dites et qui est vrai. D'abord, il faut le savoir. Au moment où la révélation descend au 7e siècle, au moment où les musulmans reçoivent la révélation, ils sont déjà dans ce questionnement-là. Ah ben attends, je dirais les signes de la fin des temps. Et quand il y avait déjà des signes que quelque chose c'était voilà, on se posait. Puis ensuite, ça, au travers des siècles, vous avez toujours eu cette réalité d'interprétation des sources scripturaires, à savoir le Coran et la tradition, les traditions prophétiques, en se disant on a là les preuves qu'on est tout près de la fin des temps. Euh, Pas toujours pour les bonnes raisons. D'une part parce que l'approche de la fin des temps peut justifier chez certains, il faut plus qu'on s'engage dans le monde, c'est fini, tout est en train de se perdre, donc il faut s'occuper que de soi. Ceux qui peuvent, de ce point de vue, nourrir l'idée que la fin des temps est proche, peuvent aussi répandre l'idée que si la fin des temps est proche, si la fin des temps est proche, eh ben, vaut mieux s'occuper de soi, de son cœur, de sa morale personnelle, et puis de sa famille, et puis de pas s'engager. Ce peut être une expression de la fin des temps pour produire la passivité dans le temps. Donc ça, c'est une des démarches qui a existé. Ça, c'est un premier niveau d'analyse, c'est depuis longtemps. Deuxième niveau d'analyse, est-ce que oui ou non, avec une lecture un peu pointue des traditions prophétiques et dans la lecture, est-ce qu'il y a des signes que quelque chose, qu'on se rapproche de quelque chose, oui, il y a des signes, évidemment. Quand il vous est dit dans une tradition prophétique, viendra un jour comme un des signes de la fin des temps où on construira des gratte-ciel dans le désert, où la mère enfantera celle qui sera en fait sa maîtresse, parce qu'on va de ce point de vue changer les ordres de l'autorité ou de la. Ben oui, on est en face de choses qui on pouvait pas imaginer à l'époque de la vie du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, l'idée qu'à un moment donné, eh bien, on aurait des gratte-ciel dans le désert. Comment on la voit? Et donc là, ce sont des éléments. Est-ce qu'il y a des signes? Il y a des signes que le temps passe. Il y a des signes que oui, que de toute façon, plus que le temps passe, on se rapproche de la fin. Mais encore une fois, qu'est-ce qui nous est dit dans notre tradition? Il nous est dit deux choses. La première des choses, c'est que 1000 ans auprès des hommes, ce peut être qu'un seul jour auprès de Dieu. Et donc, si pour lui c'est dans un jour, ce peut être pour nous pendant plus de 1000 ans. Et donc, nous ne le savons pas. Et qu'à aucun moment, nous n'avons à déterminer notre engagement dans le monde en fonction du temps qui nous reste.
Pourquoi? Parce que vous avez, de ce point de vue, une tradition prophétique qui nous dit quelque chose qu'a repris Calvin d'ailleurs. Les protestants ne le savent pas, mais ça a été repris par Calvin. Et le hadith dit quoi? Il dit, donc la tradition prophétique dit quoi? Il dit, si la fin du monde apparaît et que vous avez dans votre main un pouce de plante et que la fin du monde arrive, avant que ça n'arrive, plantez-le. Voulant dire quoi? Le geste de planter moralement pour donner la vie n'a absolument aucune relation du temps qu'il reste à la vie. C'est-à-dire que c'est le principe qui compte. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que la fin du monde vient qu'il faut vous arrêter d'agir. Même si vous la voyez venir, plantez encore. Parce que ce fait d'avoir planté, qu'est-ce que cela dit? Cela dit que votre action, elle est par le principe, elle n'est pas par son résultat. Ben, la fin du monde vient. Donc, il n'y aura pas de résultat. Cette plante, elle va pas croître. L'arbre, il va pas venir puisque c'est fini. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'intention de l'avoir fait et le geste qui est l'expression du principe. Donc, le principe de l'agir pour le bien ne dépend absolument pas du temps qu'il nous reste. Il ne dépend ni du temps qui nous reste individuellement, ni du temps ou de la perception eschatologique. Donc ça, c'est un deuxième principe. Et j'en arrive au troisième et au dernier, pour terminer, qui est de dire, une fois qu'on a dit ça, et que ça veut dire aux gens, ben, arrêtez de passer votre temps à parler du temps où il y aura plus de temps. Commencez aujourd'hui dans le temps à savoir quelle est votre responsabilité dans le temps qui vous reste, plutôt que de savoir quand il s'arrête. Et ça, c'est important parce que psychologiquement, c'est les dérives de la relation spirituelle. Les dérives de la relation spirituelle, c'est dans certaines situations, quand on se sent pas responsable, de verser dans la superstition. Ah, ben il y a des forces, il y a des djinns, il y a des esprits. Vous voyez, ça, on verse dans. C'est-à-dire que les êtres humains ont cette tendance assez rapide de fuir leurs responsabilités ou de fuir leur sentiment d'impuissance. Donc, ils disent, ben, il y a des djinns, il y a des esprits. Vous voyez, quand on est malade, quand on n'est pas bien, il y a ça. Puis d'un autre côté, ils disent, ben, c'est la fin des temps. Ben, c'est un signe de la fin des temps. Donc, d'une certaine façon, je suis impuissant, il n'y a rien à faire, je peux rien faire. Il faut que je m'occupe de moi. Et donc, dans les deux cas, on diminue le sens de la responsabilité en surdéterminant des réalités extérieures dont nous ne sommes pas maîtres. Ici, des esprits, là, le monde s'arrêtera bientôt. Et que toute la tradition spirituelle, et ça, c'est ce qui devrait être compris même dans ce qui est en train d'arriver en Palestine, toute la tradition dit exactement le contraire. Rien, jamais, ne peut justifier la fuite d'un esprit en face de ses responsabilités. Rien, rien. Et donc, si aujourd'hui, il y a une eschatologie de la fin des temps, c'est pas de la fin des temps dont il faut parler, c'est de la fin de la conscience humaine, la fin de l'humanisation des êtres, la fin de la reconnaissance d'une égalité humaine de tous les êtres. C'est ça à quoi nous assistons. C'est la fin de la reconnaissance que nous sommes tous frères en humanité. Et c'est l'acceptation, la normalisation dans le discours qu'il y a de l'infra-humain, qu'il y a du non-humain, qu'il y a de l'animal, qu'il y a des animaux qu'on peut traiter d'animaux, qu'il y a des êtres humains qu'on peut traiter d'animaux, qu'on peut traiter de rats. Ça, c'est un signe eschatologique de la fin de notre humanité, en fait, parce que c'est à ça qu'il faut aujourd'hui réagir. C'est-à-dire, on l'a dit par rapport aux Africains, on l'a dit par rapport aux Arabes, on le dit aujourd'hui par rapport aux Palestiniens, on le dit par rapport aux migrants, par rapport aux immigrés dans la mer Méditerranée. Mais je veux dire, comment est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui aient fait 10 heures de bateau, dans un bateau qui les tient à peine, et puis qui sont en train de couler, et puis que vous avez des gardes de nos pays qui nous représentent, nous, qui en Italie, qui en Grèce, qui les repoussent à la mer, c'est-à-dire qu'ils vont les tuer en fait. Ils vont les repousser à la mer. Comment c'est possible que dans la mer Méditerranée, les autorités françaises et anglaises se disputent sur les responsabilités vis-à-vis d'un bateau? Il y en a 27 qui vont se noyer. Ça veut dire qu'on a normalisé la déshumanisation d'une partie de l'humanité. Ça, c'est
une eschatologie de l'humain, en fait, pas du cosmos, mais de l'humain, et que nous, ce qui nous est dit, le monde est encore là et il est absolument inacceptable et impossible que nous fuyions notre responsabilité dans les superstitions ou dans les considérations qui nous dépassent pour ne pas faire ce qui ne nous dépasse pas, à savoir réagir en humain et de réapproprier dans l'humanité le statut de l'humain pour tous, riches, pauvres, noirs, blancs, de n'importe quelle couleur. C'est cela. Donc, ce à quoi nous assistons, c'est la fin de notre boussole morale. C'est pas encore la fin du monde. Mais il se peut qu'en continuant à perdre notre boussole morale, nous accélérions la fin du monde.